bonjour à toutes et à tous. Donc, les instituts d'établissement du site d'Aix-Marseille Université sont fortement ancrés sur le territoire régional, travaillent avec les collectivités territoriales, sont très attachés au monde socio-économique, industriel, culturel et portent au cœur des enjeux l'innovation. Alors, il existe sur ce territoire un dispositif d'innovation tout à fait singulier, la CISAM, la Cité de l'innovation et des savoirs à Marseille. Et Romain Geminiani, vous avez donc eu la chance de participer à un programme à la CISAM. Vous êtes vous-même responsable innovation de la société Enedis, qui est une société de distribution des réseaux électriques, et vous travaillez avec l'Institut Archimède, qui est un institut de mathématiques. Alors pourquoi avoir choisi la CISAM comme lieu d'installation pour votre entreprise ? Alors, la CISAM, c'est un lieu exceptionnel pour nous, responsables innovation des grands groupes, puisqu'il regroupe au sein d'un même bâtiment l'ensemble des acteurs de l'innovation du territoire. Et vous connaissez la richesse de notre territoire en termes d'innovation. On a dans ce lieu l'accélérateur M, qui est l'accélérateur de start-up porté par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, The Box, qui est l'incubateur accélérateur fondé par Rodolphe Saadé, président directeur général de la CMA-CGM, et Obratory, qui est le start-up studio de l'Occitane. On a aussi toute la chaîne de transfert de technologie d'Aix-Marseille Université à disposition pour pouvoir accéder à de la technologie directement depuis les laboratoires vers des applications industrielles. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'implanter le laboratoire d'intelligence artificielle d'Enedis au sein de ce bâtiment depuis 2 ans maintenant. Et nous accueillons donc des étudiants d'Aix-Marseille Université pour travailler sur des problématiques industrielles d'intelligence artificielle et développer des applications que nous allons porter jusqu'à notre système d'information. Nous avons aussi pu bénéficier de l'encadrement de l'Institut Archimède, puisque nous accueillons une thésarde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, plus largement, nous avons aussi une chaire IA avec Aix-Marseille Université qui porte sur la mobilité électrique et l'utilisation de l'IA pour accueillir les véhicules électriques au sein du réseau dans les prochaines années. Donc au cœur de votre travail, il y a la question du transfert, en fait, le transfert de la recherche vers le monde industriel. Est-ce que vous avez des exemples précis ou est-ce qu'il y a déjà eu des actes qui peuvent nous permettre de mieux apprécier, en fait, ce travail que vous menez depuis 2 ans ? Alors absolument. Nous avons très récemment déployé un logiciel à la maille nationale d'Enedis, qui est utilisé par des centaines de personnes en France, et sur la base d'une technologie qui était en laboratoire il y a moins de 6 mois. Donc on voit que dans le domaine de l'intelligence artificielle, la frontière entre recherche et application, elle est extrêmement faible. Cette frontière-là, elle nous permet aussi de former des étudiants directement au travers des masters d'intelligence artificielle et de les mettre sur des problématiques industrielles et donc leur apporter aussi une connaissance sur la manipulation de données réelles et d'avoir des répercussions sur la performance des acteurs économiques. Et donc ces étudiants-là qui passent par des stages ou des apprentissages chez nous, ils se retrouvent directement opérationnels pour l'ensemble des acteurs du tissu économique qui souhaiteraient développer des applications d'intelligence artificielle. Alors nous avons parlé d'innovation, d'industrie. Richard Sampéré, vous, de votre côté, vous êtes responsable d'un institut qui a pour nom Océan. Et vous aussi, vous développez des relations particulières, notamment autour des questions maritimes, bien entendu, avec les industriels. Oui, c'est vrai qu'au sein de l'Institut des sciences de l'océan, tous les laboratoires dans l'Institut, et l'Institut lui-même, peut s'appuyer sur cette proximité du pôle mer Méditerranée, qui est donc à la Seine-sur-Mer, près de Marseille. Et donc on espère, on a déjà des projets qui ont démarré, et on espère de futurs projets dans divers domaines, l'ingénierie marine, la lutte contre la pollution, le développement de produits pharmaceutiques ou de produits cosmétiques à partir de produits dérivés de la mer. Donc cette proximité entre le pôle mer Méditerranée et les laboratoires de recherche doivent permettre de faire un pas en avant vers les débouchés industriels potentiels de la recherche.
Sylvie Mazella, de votre côté, vous êtes responsable donc d'un institut, SOMOM, un institut sur les sociétés en mutation en Méditerranée. Donc là, on est au cœur des sciences humaines et sociales. Alors, en quoi les sciences humaines et sociales peuvent-elles apporter un bénéfice à ce qu'on nomme innovation, hein? Quelle est la part d'innovation dont on peut parler dans ces disciplines ? Alors l'innovation en tant que créativité est bien entendu omniprésente dans les sciences humaines et sociales et dans le large éventail de nos disciplines en sciences humaines et sociales. Alors appliquée au territoire régional, elle peut prendre la forme, disons, d'un partenariat entre l'université, les associations, les collectivités territoriales et les entreprises autour de la question de la transformation d'un lieu, d'un territoire, afin d'améliorer son insertion sociale, son insertion économique dans la cité. Est-ce que vous pourriez nous donner en fait quelques exemples qui précisent les dispositifs que vous mettez en place pour porter cette innovation au sein du territoire et en termes d'innovation sociétale justement ? Alors, il y a peu, nous avons lancé une action pilote que nous avons nommée Lab Citoyenneté. Alors, ces labs citoyenneté ont la caractéristique d'être situés vraiment sur un territoire donné et portés par des associations qui développent principalement un projet de tiers-lieu culturel et économie, entendu économie solidaire. Et l'idée étant pour nous, chercheurs étudiants, d'y participer de multiples manières. Tout d'abord, chercheurs et étudiants peuvent apporter une analyse sur le contexte avant même que le projet ne démarre, un diagnostic social, socio-historique, économique sur le lieu donné. Ensuite, les chercheurs et étudiants peuvent également analyser les instruments d'action qui sont mis en place par les pouvoirs publics au moment où le projet est lancé, dans ces différentes phases, et y compris analyser les difficultés que rencontrent les pouvoirs publics à mettre en place ce type de projet, y compris la réception que ce type de projet a sur les habitants, auprès des populations. Et puis, évidemment, nous développons des actions de médiation scientifique et culturelle auprès des scolaires et auprès des habitants. Alors, côté université, cela nous permet d'inscrire davantage encore la question de l'engagement civique dans les formations, de réhabiliter en quelque sorte la recherche appliquée quand elle est encadrée par des chercheurs et quand elle est menée au plus près des acteurs socio-économiques et culturels, et puis également de valoriser les travaux des étudiants en montrant combien ces travaux scientifiques s'inscrivent pleinement dans des enjeux de société tout à fait actuels. Merci Sylvie Mazella. Donc je reviens vers vous, Roch Georgi. Vous portez un institut des sciences de santé publique, l'Institut ISPAM. Donc là aussi, il y a des questions d'innovation qui touchent la société. Effectivement, quand on pense à la santé, on pense plutôt aux vaccins, aux médicaments, aux technologies. Et pourtant, il y a véritablement des innovations aussi sur le champ social. Est-ce que vous pouvez un peu nous exprimer ces types d'innovations peut-être moins connues ? Oui, tout à fait, puisque parlant de territoires, sur les territoires, nous avons des citoyens qui ne sont pas malades et des citoyens qui sont des patients, des associations de patients, des communautés d'individus. Et leur connaissance dans le domaine de la santé ou leur niveau aussi de littératie en santé peut être variable. Ce qui fait qu'il faut également arriver à être innovant, en fin de compte, en termes de communication et d'information à donner au niveau des patients. Alors, pour cela, ça nécessite aussi d'avoir des articulations ou des incitations pour travailler ensemble avec le milieu associatif de patients, ces communautés, ce qui nécessite d'avoir, en fin de compte, une approche vraiment fortement basée sur de la multi- et de l'interdisciplinarité, ce qui constitue en soi un des piliers de l'ISPAM ou d'une manière plus générale un des fondamentaux des sciences de la santé publique.
Notre université, notre site a un positionnement géographique singulier. Il est aux marges de la Méditerranée, proche de l'Afrique. L'Institut ISPAM a une tutelle qui est l'IRD. Et donc la question des relations nord-sud, sud-sud, sud-nord, etc. sont relativement importantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces questions d'innovation en termes de transfert, justement Autant dans un sens que dans l'autre, je dirais, d'innovation qui ont été, ou d'interventions qui ont pu être développées dans un pays du Nord, ne peut pas forcément être tel quel transférable et applicable dans un pays du Sud. Donc il faut là aussi innover pour s'adapter au contexte. Et potentiellement, ça peut être aussi dans l'autre sens, en fin de compte, sur ces aspects territoriaux, contexte, environnement, dont il faut prendre totalement compte. Et sur ces aspects géographiques, alors pas forcément nord-sud, mais ça a du sens également pour le sud, il faut être innovant dans les approches pour proposer des parcours, ce qu'on appelle des parcours de soins ou de prise en charge des patients, et qui vont pouvoir tenir compte de l'environnement et éventuellement aussi mobiliser des technologies, dont celles pouvant faire appel à de l'intelligence artificielle. Alors, les instituts d'établissement sont très ancrés sur le territoire, portent l'innovation, mais sont aussi des instituts de recherche et de formation au cœur de l'actualité. Et cette actualité, évidemment, elle est importante, nombreuse. Aujourd'hui, on peut considérer qu'une actualité décisive, incontournable, c'est celle de la transition environnementale, du réchauffement climatique. Pascal Bonin, vous êtes donc responsable de l'Institut ITEM, qui est un institut justement sur la transition environnementale en Méditerranée. Donc les enjeux climatiques sont importants pour vous. Comment sont-ils pris en charge par votre institut ? Nous avons tous en mémoire les épisodes pluvieux orageux de cet hiver. Et ceci n'est pas seulement lié au réchauffement climatique, mais aussi au changement global. Changement d'utilisation des sols, érosion de la diversité, pollution. Il convient bien maintenant d'essayer de réguler tout ça et d'atténuer le réchauffement global et s'adapter au changement global. Pour ce faire, nous devons innover et avoir des solutions. L'objectif étant d'atteindre, les objectifs des accords de Paris qui visent à atteindre un bilan carbone neutre à l'horizon 2050. Alors oui, votre institut ITEM prend en charge ces questions-là, mais Richard Sempéré, donc avec l'Institut des sciences de l'océan, là aussi vous êtes forcément confronté à cette transition environnementale, à ce réchauffement. Comment vous le prenez en compte ? En fait, comme vous le savez, l'océan est un acteur majeur dans le changement climatique, d'une part parce qu'il intervient lui-même sur le climat et aussi parce qu'il subit les effets du réchauffement climatique. Alors on sait que l'océan joue sur les échanges de gaz entre l'océan et l'atmosphère. L'océan absorbe 30% du CO2 anthropique qui est émis par les activités industrielles. C'est aussi le siège d'une forte biodiversité. Je crois que 80% de la biodiversité terrestre dépend en partie de l'océan. Et donc on a essayé au sein de l'Institut Océan d'avoir une concentration d'expertise allant de l'océanographie, l'écologie, l'histoire du milieu marin, la géographie, l'ingénierie marine, et pour essayer d'aborder ces problématiques qui sont fortes. Je vous rappelle aussi qu'on est depuis 2021 dans la décennie des océans déclarée par les Nations Unies. Donc l'océan et toutes ces problématiques annexes sont fortement impliquées dans ces changements et dans ces programmes nouveaux de type Future Earth, par exemple. Nos étudiants sont très sensibilisés à ces questions, donc la formation à toutes ces problématiques extrêmement importantes. Comment, Patricia Bonin, vous abordez justement la question de la formation dans votre institut ? Nous l'abordons à plusieurs niveaux. Déjà, nous avons mis en place des écoles de terrain qui vont permettre de se retrouver sur le terrain par rapport à des questions concrètes et faire croiser des décideurs qui sont soit formateurs, soit apprenants au cours de ces écoles de terrain. Nous co-construisons des sujets de master entre des académiques
et des responsables de zones ou de territoires. Et un des points assez intéressants est donc la promotion d'appels d'offres et de projets de recherche sur lesquels nous allons financer des jeunes chercheurs, que ce soit des doctorants ou des post-doctorants, qui ont des formations initiales différentes, en faisant croiser des chercheurs en sciences naturelles et en sciences humaines pour avoir un regard croisé sur le même sujet. Par exemple, sur un projet sur les incendies dans le pourtour méditerranéen et l'utilisation de retardateurs de flammes, nous allons nous intéresser à la notion de ressenti du risque, mais aussi de recherche d'indicateurs pour la santé ou pour la santé environnementale, en croisant des étudiants en sciences humaines et en sciences naturelles. Et de votre côté, Richard Sempéré, pour continuer la réflexion sur la formation, est-ce que vous imaginez des masters un peu singuliers qui portent une meilleure connaissance sur les sciences de l'océan ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on aura toujours besoin de masters disciplinaires. On a besoin de spécialistes dans chacun des domaines. Mais ce qu'on a aussi besoin de développer dans notre domaine, et dans d'autres d'ailleurs, c'est l'interdisciplinarité. Et alors, ce qu'on pense faire, c'est créer des passerelles entre les masters existants, déjà, pour donner des formations de droit, par exemple, à des océanographes, ou l'inverse. Et ce qu'on voudrait aussi créer, c'est un master carrément interdisciplinaire, qui permettrait de former des jeunes ingénieurs généralistes, spécialistes du monde marin et maritime, ce qui leur permettrait d'aborder des grandes problématiques environnementales liées au monde de l'océan, et de travailler ensuite dans des organisations régionales, nationales ou gouvernementales internationales, par exemple. Et donc ces formations existent peu ou pas du tout actuellement. D'accord, merci beaucoup. Donc si on continue à cheminer sur ces questions d'actualité, évidemment, l'actualité en Méditerranée en est une. Et peut-être, Sylvie Mazella, vous pouvez nous parler un petit peu des enjeux plus généraux que pose finalement ce territoire méditerranéen qui fait souvent la une de l'actualité. On le constate tous, effectivement, la question méditerranéenne, la Méditerranée est redevenue centrale depuis une quinzaine d'années dans effectivement les médias et puis dans l'agenda politique international. Alors pour nous, chercheurs en sciences humaines et sociales, ce qui nous intéresse, c'est de regarder cet espace comme un lieu d'expérimentation, effectivement, sur les enjeux que pose l'environnement, les enjeux globaux. Et il y en a d'autres qui nous intéressent. Des chercheurs et étudiants travaillent par exemple sur la crise démocratique des deux rives, à un moment aussi un contexte de montée des extrémismes. C'est une question qui nous occupe. Une autre question, par exemple, qui a une portée globale, c'est la question de la transition démographique autour de l'enjeu du vieillissement, par exemple, des sociétés méditerranéennes. Et puis aussi des questions des migrations internationales et du traitement politique de ces migrations internationales occupent un certain nombre d'équipes interdisciplinaires au sein des sciences humaines et sociales. Dans cet état des lieux, des enjeux que vous nous dessinez, évidemment, il y a une approche sociologique, historique, anthropologique qui se met en place. Mais est-ce que ces disciplines sont aptes aussi à faire de la prospective dans ce domaine ? Alors nous y réfléchissons, il ne s'agit pas de se transformer demain en prospectiviste. D'autres experts d'organismes internationaux le font mieux que nous sans doute, puisque ce sont leurs métiers. Mais l'idée dans un premier temps, c'est de regarder justement ces organismes intergouvernementaux, développer cette approche prospectiviste. Et d'autre part, c'est réfléchir comment justement les sciences humaines et sociales, de manière interdisciplinaire, en travaillant avec notamment des partenaires non académiques, peuvent se saisir de cette question de la prospective, du futur de nos sociétés, de l'avenir de nos sociétés, voir comment on peut éventuellement mettre en place de nouvelles méthodes et de nouvelles formations, effectivement aussi, sur ce thème de la prospective et du futur des sociétés. Et puis, nous engageons des partenariats avec des associations qui ont en charge justement de mettre en place des scénarios
à l'horizon 2050. C'est le cas de l'association Plan Bleu, met en place des scénarios pour le plan d'action pour la Méditerranée qui est soutenu par l'ONU. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un contrat, le cofinancement d'un contrat postdoctoral. Et donc le jeune chercheur aide à mettre en place des activités communes entre le Plan Bleu, le laboratoire de rattachement et l'Institut. Alors pour finir ce tour d'horizon de l'actualité, on ne peut pas éviter la crise sanitaire qui nous atteint depuis plus d'1 an. Alors je reviens vers vous, Roch Georgi, avec l'Institut Santé Publique. Comment vous vous positionnez depuis plus d'1 année sur ces questions de cette crise, dans son implication là aussi sociale? Quel peut être votre rôle? Et je vous laisserai le mot de la fin sur cette actualité qui est encore la nôtre aujourd'hui. Qui est encore la nôtre, et nous la voyons déjà de par nos masques, quoi. La santé publique, enfin, à la limite, je dirais que cette crise a fait paraître davantage un certain vocabulaire dans les médias. Maintenant, tout le monde, au moins, aura entendu parler d'épidémiologistes, de modélisateurs. Et c'est un des domaines dans lequel les sciences de la santé publique a une forte valeur ajoutée. Cet aspect épidémiologie ou modélisation, on l'entend très régulièrement sur la prévision du nombre de cas de malades, sur la prévision également en termes des besoins de nombre de lits d'hospitalisation ou de réanimation. Et pour arriver à avoir une prédiction qui soit la plus proche d'un avenir incertain que l'on ne connaît pas encore, donc d'avoir le moins d'incertitude ensuite, il faut pouvoir avoir donc des compétences modélisatrices, connaître les outils appropriés pour mettre en place ce type de modèle qui nécessite, tant pour pouvoir être mis en place de manière appropriée, de disposer d'une connaissance clinique, épidémiologique, et aussi pour analyser les données, de pouvoir le faire selon une approche contextualisée. Mais au niveau de l'Institut, parler uniquement de ce domaine-là serait assez réducteur, parce que cette crise, au niveau de la santé publique, a également des impacts sciences humaines et sociales, des aspects éthiques, sera source d'un accroissement probablement des inégalités sociales de santé, de problématiques d'analyse régionale de dispositifs, d'offres de soins, etc. etc. Le domaine est très, très vaste, malheureusement. Et l'Institut, justement, ISPAM, peut être vu comme étant à l'interface entre la recherche en sciences de la santé publique et les décideurs pour la santé. Et à ce titre, nous pouvons être mobilisables pour essayer de contribuer à relever des défis pour améliorer la santé de nos populations. Merci à toutes et à tous.